On ne peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cause Monote, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté. L'hôte du jour est un multicasquette, encore une fois. Comme vous allez pouvoir le constater, l'hôte du jour c'est Guilain Ngouba Boyeke, alias Guilain Yamakasi. Salut Guilain, comment tu vas? Très fort, très bien. Ravi de te recevoir ici, ça fait longtemps. Merci de ton invitation. C'est Avec normal. plaisir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, Guilain, cofondateur des Yamakasi, je suis metteur en scène, chorégraphe, préparateur physique et actuellement producteur, éleveur de porcs plein air en Haute-Vienne, dans le sud exactement, dans un village du nom de Saint-Priest-Ligour. Depuis presque 5 ans. Félicitations. Merci. Félicitations, on va revenir là-dessus. Donc, on va parler de ce livre-là, qui t'amène ici, Mémoire des cicatrices, qui est sorti il y a 1 an déjà. Donc, je le remontre à la caméra. Voilà, Mémoire des cicatrices. Donc, c'est ton autobiographie, du moins le tome 1. Déjà, pourquoi tu as voulu écrire ce livre-là? Écrire, c'était essentiel pour moi, c'est une thérapie. Et c'est également c'est un message qu'on laisse à la nouvelle génération. Peu importe les choses terribles que vous pouvez vivre, on peut surmonter. On peut les surmonter. Donc, il faut... nos problèmes, on peut en faire des forces. Ça, c'est essentiel, vraiment, de le comprendre. Utiliser ces obstacles en force. C'est ça, donc, c'est des messages... c'est ça la leçon que tu as voulu transmettre. Transmettre à travers mon autobiographie Mémoire des cicatrices. Et ça t'a pris combien de temps pour l'écrire? En prenant le temps, on va dire entre 8 mois, 10 mois. T'as écrit J'ai d'une pris le traite? temps. Ah oui. Lorsque je suis en plein de séance de travail, je suis animé, je mets en place de stratégies. En général, je travaille le matin tôt, plutôt à partir de 3h du matin. Et puis après, j'enchaîne, quoi. J'enchaîne, mais encore une fois, lorsqu'on est animé, ça va très vite. Ça va très vite. Mais c'était mon premier livre, donc il était important de prendre le temps de poser, parce que c'est la première partie. Donc, j'ai écrit en tomes, et ça va laisser vraiment le temps de dérouler le tapis, que les gens y comprennent quel est ce jeune homme, il vient d'où, et pourquoi ce nom Yamakasi, et pourquoi on peut passer de moins que rien, de moins zéro, à en faire quelque chose d'immense, de grandeur. Parce que dès le début du livre, c'est ta cousine qui te dit, je crois que tu es sur ton tracteur, si je ne me trompe pas, Ouais. et elle t'appelle pour te dire, ouais, n'oublie pas d'écrire ton livre. Et toi, tu es là, tu dis, oh, Ouais, j'ai le temps. voilà. Ouais. Et c'est à ce moment-là, là, le déclic arrive. Et là, tu sais que c'est le moment. Parce que moi, je m'étais dit toujours, tu as le temps, tu écriras ton autobiographie à 50, à 60 ans. Elle m'a dit, non, c'est maintenant, il faut le faire maintenant. Et puis, après avoir pris le temps de prendre en compte ces messages, et puis un jour, je me suis dit, elle a raison, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut poser tout ça. Et c'était une demande de sa part à elle et d'autres aussi qui t'ont demandé de l'écrire? Il y a différentes personnes, oui, qui m'ont fait qui m'en ont parlé, avec la vie, avec les étapes que tu as passées. Donc, c'est essentiel d'écrire, tu devrais écrire. Et puis, mais elle m'a touché parce que, ayant été un enfant placé de la DAS, donc on avait plus ou moins, il y a un lien fort entre elle et moi.
Et donc, j'étais à l'écoute. Lorsqu'elle me disait certaines choses que nous avions vécues au foyer en tant qu'enfant placé de la DAS, donc ça m'a touché, ça m'a parlé. Et je me suis dit exactement, elle a raison. Allez, on va mettre tout ça sur papier et on va passer à l'action. Et donc, tu écris ce livre-là, et parce que les gens connaissaient ton histoire et se sont dit, il faut que tu pondes ça sur papier. Les gens, en tout cas, qui te demandaient ça, connaissaient ton histoire. Je suis, en tant qu'extraverti, je parle énormément. Et donc, j'aime partager et j'aime écouter aussi. C'est essentiel d'écouter. Et donc, lorsqu'on prend le temps d'échanger avec l'autre, qu'on raconte des moments incroyables ou des moments effroyables de sa vie, les gens ils se rendent compte que mais ton histoire, elle est hallucinante. Il faut la raconter. Ah, c'est vrai, parce que là, tu racontes ta vie au Congo, en tout cas au Zaïre de l'époque, de tes 0 à tes 9 ans, et effectivement, l'histoire, elle est rocambolesque. Parce que t'es un enfant qui naît et qui a déjà un caractère, qui s'affirme depuis tout petit. Mais qui fait beaucoup de bêtises quand même. Et quand tu fais là, avec le recul, Ouais. quand tu commets toutes ces bêtises-là, c'est pourquoi? Pour montrer que tu existes? Non, c'était ma façon d'être. C'était la liberté, en fait. Je suis vivant, je me déplace, je grimpe partout. J'aimais ça, j'étais animé par ça. J'étais animé, je ne tenais pas en place. Je faisais mille et une bêtises. La grande famille, côté paternel et côté maternel, me disait mais t'arrêtes pas de faire des bêtises. T'arrêtes pas de faire des bêtises. Et à un certain moment, mon père en tant que commerçant et ma mère en tant que commerçante, mon père a essayé de me gérer du mieux qu'il pouvait, mais c'est pas facile. J'avais un caractère trop extraverti, T'avais la qui ne bougeotte. tenait jamais en place, qui avait besoin de bouger, de se déplacer, d'aller découvrir le monde. Et ça, à partir du moment où mon père a quitté le Congo pour venir s'installer en France, oh là là, c'était fini. La grande famille côté paternel avait du mal à me gérer parce que je faisais des choses incroyables. Si on se retrouve à cette époque, si je reviens, on est à ce moment-là, on m'aurait interné. Tu penses? Ah oui, on aurait dit Oazandouk. C'est un sorcier, il faut l'interner. Mais oui, c'était hallucinant. Comment un enfant de 5-6 ans, il peut quitter son quartier de Ndjili à Kinshasa pour aller en direction de l'aéroport qui fait 2 fois 15 km pour aller ramasser des plastiques usagés qu'on balançait, tu sais, à l'aéroport, juste dans l'idée d'aller le vendre. Et pourtant, il y avait la grande famille qui s'occupait de nous. Mais moi, je me sentais animé pour braver ce long, terrible chemin. Et tu sais pas d'où ça venait, non. Non, parfois il y a des enfants qui sont comme ça. Et puis moi, je me sentais bien, je me sentais... T'étais hyperactif, tu peux dire ça? Ou plus? Parce que toi, en fait, t'étais téméraire. T'avais peur de rien. T'aimais la bagarre, t'allais au front. On te corrigeait, mais ça t'empêchait pas de recommencer, en fait. Non. Mais en fait, je pense que au contraire, plus on me corrigeait, plus la grande famille me donnait des fessées ou des multiples punitions, et plus ça me poussait à faire des multiples bêtises. C'est hallucinant. C'est comme certains enfants qu'on voit, bien que on les punit, on fait tout ce qu'on veut, mais ils continuent à faire des bêtises. On dit, mais c'est pas possible cet enfant. Ah oui. Ils ont essayé de te parler, Non, parce qu'en fait, quand on lit ton livre, des fois, on oublie même ton âge, tu vois. Parce que quand tu expliques, par exemple, tu parles de... il me semble que c'est, à un moment donné, tu veux être ami avec Francis. Ouais, Francis. Et en gros, Francis se faisait harceler, racketter par un certain Jimmy, si je ne me trompe pas. Ouais. Et, Jimmy est terrible. Invincible. Et toi, tu te dis, bon, ok,
je vais lui prouver. Mm. Et en fait, t'expliques l'expédition punitive, tu l'expliques clairement. Mais en fait, on oublie que t'as 6 ans ou 7 ans. Voilà, exactement. Mais on a l'impression d'un adulte qui parle, tu vois. Mm. Et c'est après des certains passages, on voit l'âge, 7 ans, etc. On se dit, mais attends, Ouais, il avait quel âge pour faire ce genre de choses-là? 6-7 ans. Donc en fait, t'étais un adulte dans un corps d'enfant, des fois, quand même. Voilà, ça c'est, en tout cas, c'est les réflexions, c'est le retour que j'avais de la famille. Ils disaient, mais tu te comportais comme un adulte. Littéralement. Ta façon d'être, ta façon de t'exprimer, et les mains dans les poches, ils sifflent, attitude. Ça faisait halluciner la famille. Ils disaient, mais c'est pas possible. Qui est dans ton corps là? Abimananzo Tolayo qui sort de ton corps. Ah oui. Non, mais moi, c'est l'aperçu que j'ai eu, tu vois. Je lis, Okay. tu sais, quand je dis ça, je dis, mais là, il doit être adulte, il doit avoir peut-être 14 ans et tout. Et là, je vois, ouais, 6 ans, 7 ans. Je me dis, mais c'est pas possible, tu vois. Comment tu peux imaginer te dire, moi, j'ai ma bande, on va aller voir le gars, on va l'appeler, il sort de chez lui, il a je sais pas quel âge, il est plus âgé que toi. Son frère regarde la scène, il voit que, voilà, vous vous embrouillez, Ouais. il voit que tu le malmènes. Et après, il vient à un moment donné, en gros, pour dire, ouais, c'est bon, stop. Et tu te dis, ouais, bah, il a quoi? Il a 13-14 ans pour faire ça. Non, il a 6 ans, 7 ans. Tu te dis, mais c'est pas possible, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Il a quoi dans la tête? Bah ouais. Il a quoi dans la tête? C'est incroyable. Il y a des conversations qui me reviennent là en rapport, en lien avec ma mère, parce que je m'étais rendu compte, j'avais compris. Aujourd'hui, j'ai compris en fait le pourquoi de la séparation avec mon père, enfin, entre ma mère et mon père, leur relation. J'ai compris bien des choses, en fait. Et l'une des choses que j'ai compris, c'était ma mère, comme elle avait le physique, hein, le postérieur de nos mamans à Bombay, et puis elle se faisait régulièrement draguer. Et moi, déjà, à cet âge-là, lorsque j'étais confronté à ça, c'est-à-dire des hommes qui la draguaient, et je devenais fou. Je disais, mais ça, c'est un comportement d'une salopette. Ça, c'est un comportement d'une salopette. Comment tu peux te comporter comme ça? Je comprends pourquoi papa t'a quitté. Ouais, vraiment. Ça, c'est des conversations. Aujourd'hui, ma mère m'explique. Il me dit, à 5-6 ans, tu me faisais la morale face aux hommes. Et d'autant plus qu'elle n'était pas moche, mais elle avait un physique, les fesses. Oh. Et là, j'avais une haine immense envers ces hommes et envers elle. Pourquoi elle se laissait faire? C'est hallucinant, hein? À 5-6 ans. C'est fou. J'essaie de la faire. C'est fou. Mais le truc, c'est que t'as reçu quand même des corrections mémorables. Ah oui. Entre ma tante à de multiples reprises, lorsque je n'écoutais pas, ok. Donc parfois, c'était du piment dans les fesses. Ou pire, les gens vont le découvrir. Ouais, bah oui. Ils vont découvrir tout ça. Mais ça ne me calmait pas. J'étais trop déterminé. Dans ma tête, je m'étais toujours dit, de toute façon, à partir du moment où papa n'est plus là, il y a la grande famille qui sont là pour me gérer, mais ces membres de la famille, on vivait tous ensemble, c'est une famille nombreuse, mais ils ne peuvent pas remplacer mon père. Un papa, c'est important. Un papa, c'est important. Et donc, je me disais, puisque mon père n'est pas là, j'ai le droit, je vais faire ce dont je pense, ce dont j'aspire. Donc, j'allais vers le monde. Mais les gens, ils n'ont pas eu... Les gens, quand ils voyaient ce comportement-là, à cet âge-là, ils se sont projetés, ils se sont dit, mais ce petit-là, il va très mal finir, finalement. Mais c'est exactement ça, en fait. La plupart des membres de la famille se sont dit, quand mon père m'a fait venir en France, ils se sont dit, mais ça y est, lui, lorsqu'il va arriver chez le pays des Mundélé,
C'est foutu pour lui. Avec son caractère, avec son attitude, avec sa façon d'être. Bah, Mindele Barubomae, les Blancs vont le tuer. Ils vont le tuer. Ils vont le tuer. Ils vont le tuer. Ils vont le tuer. Soit son père va le calmer. Parce que mon père, c'était un personnage. Il a du caractère. Et donc, il sait comment tenir les gens. Par son charisme, par son caractère. Et face à mon père, j'avais un certain comportement. Je me tenais à peu près tranquille. Parce que je savais à qui j'avais affaire. La discipline. Ouais. C'était un homme de discipline. Tu racontes à un moment donné une scène où tu fais, je crois que tu parles mal à quelqu'un de ta famille, et en gros tu demandes pardon parce que tu sais que ton père et ta grand-mère arrivent et tu t'es dit, s'ils apprennent ça, je suis mort. Donc tu connaissais quelque part tes limites. Oui, parce que l'autorité du père, c'est indéniable. Et d'autant plus que mon père, c'était un homme de caractère. Et à côté, il y avait aussi ma grand-mère, c'était une petite femme mince, courte de taille, mais avec un fort caractère. Et pourtant, il fallait voir le physique de la plupart des membres de la famille. Elle était autoritaire. Elle avait une énergie. Lorsqu'on était confronté à elle, on se tenait tranquille, irrémédiablement. On était plus terre à terre, posé, parce que on savait que qui s'y frotte s'y pique très fort. Qui s'y frotte s'y pique très fort. Donc il y avait ces deux. Il y avait mon père, il y avait également ma grand-mère. Face à ces deux personnes, mis à part mon oncle, aussi, tonton Camille, et qui m'impressionnait énormément. Mais mon père, ma grand-mère, de leur présence, ça me tenait. C'est pour ça que je précise bien, à partir du moment où mon père s'en ira, va quitter le Congo, et également avec le décès de ma grand-mère, une fois, dès que ma grand-mère sera décédée, c'est comme si la boîte s'ouvre. La liberté. Elle est tenue toute la famille. Hein. Il y a une période où ma grand-mère, elle était très malade et on sent que voilà, les jours sont comptés et dès que elle disparaît, là, tout bascule. C'est le changement. Ouais, tu le dis qu'en fait, au niveau de la famille, c'est plus pareil. Non. C'est plus tout va pareil. changer. L'équilibre n'est plus là. Ouais. Il y a le tableau familial va basculer. Juste par un petit être, tu vois, par une petite femme qui a l'air de rien, mais qui a un fort caractère et qui tenait chaque membre de la famille. Et le jour où elle est décédée, et j'ai vu la réaction, et j'ai vu qui elle a regardé, en fait, parce que tu connais la stratégie, on dit, lorsqu'une personne décède, et dans les quelques secondes, il sait qui a fait quoi, en fait. Ouais. Et ma grand-mère, à ce moment-là, je le garde, là, ce souvenir, qui a regardé la personne qui était concernée, la raison pour laquelle elle était décédée. Donc, je reste marqué, en fait, de ça, jusqu'à l'heure actuelle. Hein. Mais, donc, toi, ton papa vient en France, sa femme aussi vient en France aussi. Donc, tu es un peu déçu parce que tu considères que c'est ta maman de substitution et qu'en gros, elle t'a pas dit qu'elle partait, parce qu'elle sortait de l'hôpital, après elle part. Et tu te sens trahi, etc. Mais ton père, à distance, suit ce que tu fais, mais il apprend à chaque fois que ça va pas trop, Guilain, ceci, cela, et il décide à un moment donné, bon, on va l'envoyer au camp CETA. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le camp CETA et pourquoi on t'envoie là-bas? Alors, le camp CETA, c'est le centre d'entraînement de troupes aéroportées qui est juste en face de l'aéroport de Kinshasa.
Et puis, dans ce camp, j'étais en fait chez le mari de la petite sœur de ma belle-mère. Et c'est là où j'ai vécu avec Papa Seba, qui était bienveillant envers moi. Mais comme il y avait des règles à respecter, je n'écoutais jamais les règles. Je m'éloignais de plus en plus du camp. Et malheureusement, il va se passer ce qui va se passer. Je vais me faire rattraper ou saisir par 2 militaires. Et il va se passer quelque chose d'effroyable pour moi. Ouais, peut-être le plus gros traumatisme. Ben, le début de mon trauma, en fait. Parce que tu dis, en gros, ça commence... parce que ouais, l'histoire, en gros, voilà, il te tabasse, bref. Ouais, ça, c'est les 2 militaires. Voilà, il te tabasse. Et après, tu racontes l'histoire à, je crois, Marc. Ouais, Marc. Voilà, Voilà, et qui lui aussi va essayer un abus sur toi. Et en fait, ça va prolonger ton traumatisme. Et tu dis que c'est là que ça commence à partir de là. Et c'est là où tu as tes premiers bégaiements à cause de ce traumatisme-là. Qui, même, je crois, quand tu revois ton ancien professeur, te demande mais pourquoi tu bégayes. Je lui dis ouais, c'est par rapport au traumatisme que j'ai vécu ici, au Congo et en France. Et aussi, même par rapport à ton caractère, tu es quelqu'un quand même qui est hypersensible et d'empathique, visiblement. Je me trompe? Non, parce que les traumas, en fait, c'est ça. Lorsqu'on a vécu les traumas que j'ai vécus, ça développe une certaine sensibilité, en fait. Donc, je capte très vite, lorsque tu arrives à un endroit, tu captes les énergies, les sensations. Donc, tu le sens à une puissance immense. Mais justement, ces traumatismes-là, quand est-ce que tu en as parlé aux gens de ta famille à ce moment-là? Non. Non, à ce moment-là, j'en ai pas parlé, puisque je me sentais pas écouté. Je me sentais pas écouté, pas parce que on était méchant avec moi, c'était le contexte. Mon père n'étant pas là, Mais t'avais ton oncle et la tante, tu pouvais leur en parler, non? T'avais honte? c'est pas une question de honte, c'est plus une question je trouve, à ce moment-là, je pensais pas que j'étais important, j'étais un enfant qui était au milieu d'une famille, en fait. Tu vois? Parce que tu comprends, ni ma mère n'étant pas là, mon père n'étant pas là, je suis placé au milieu d'une famille, je suis presque invisible. Tu te En sentais fait, pas à ta place ou tu trouvais pas ta c'est à ce place moment-là. plutôt? Voilà, je ne suis pas à ma place. Je pense qu'à ce moment-là, que je ne suis pas à ma place, donc je ne suis pas légitime pour en parler. Moi, je pense que tu aurais peut-être dû en parler, vu que c'était quand même... Après, bon... T'es un enfant, hein? C'était une époque assez lointaine, mais... T'es un enfant. La réaction, c'est de le cacher, de le garder en soi, parce que tu ne seras jamais compris, en fait. À ce moment-là. Après, ça aurait pu te broyer aussi, le fait de le garder comme ça. Ah bah, après, par la suite, j'ai combattu, ça a été terrible. Ça a été combattu. J'ai combattu puisque je ne sais pas si les parents, si eux, ils se sont rendus compte de mes troubles sévères du langage, qui Parce que, ouais, avaient effectivement, amplifié. c'est ça. Il y a un Guilain avant et un Guilain après. Ouais. Mais après, à ce moment-là, peut-être qu'eux ne le voient pas, le trauma, le fait que tu parles comme ça. Ils disent, ouais, c'est peut-être parce que il a du mal à parler ou autre. Ils ne voient pas le sens profond de ce qui s'est passé. Toi, tu as compris après. Mais moi, j'ai compris beaucoup plus tard, parce que même moi, lorsque je voulais m'exprimer, les sensations que je ressentais, c'était comme il y a un blocage. Les mots, c'est moins aisé, c'est moins fluide. Donc, je me sens étouffé. Ouais, parce que tu le dis à un moment donné, quand justement tu as été tabassé par ces militaires,
c'était limite une expérience de la mort. Tu te sentais partir, carrément. Mm. Et après, tu t'es dit, je vais me confier à un ami qui n'était pas un ami, en fait. C'était un prédateur aussi. Ouais. Et le truc, c'est qu'après, lui, au lieu de garder ce secret-là pour se cacher par rapport à l'acte qu'il a fait, on en a parlé aux autres, qui se sont moqués de toi et qui l'ont payé cher. Parce que tu étais quelqu'un quand même de violent, et à ce moment-là, quelqu'un de violent, et tu t'es vengé sur eux et plus jamais ils en ont parlé, quoi. Oui, parce que c'est les enfants des militaires qui, comme ils ont entendu cette histoire-là, donc chacun avait créé son histoire à la base de cette histoire-là. Et moi, je m'étais dit, vous allez voir ce que je vous vois. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais vous donner une correction monumentale. C'est exactement la chose que j'ai faite. Je leur ai donné une correction monumentale pour avoir ouvert leur bouche trop vite. Parce que tu dis, tu as vécu, par rapport à ces violences-là, un syndrome de stress post-traumatique. Tu l'as su quand, ça? Audrey, lorsque déjà, j'ai les marques de ça, et lorsque tu le vis, dans ta chair, au-delà des mots, au-delà des phrases, au-delà de tout ce que je pourrais expliquer ici, mais il n'y a pas assez de mots pour le définir. En fait. Ah, c'est vrai que... Parce que tu dis, pendant de longues années, j'ai porté en silence le fardeau des troubles du stress post-traumatique, affrontant une multitude de phobies. Mon être tout entier, âme, esprit, corps, demeuré réfugié par le souvenir pesant de cette torture à la fois fugace et interminable infligée par ces deux militaires. Donc à un moment, tu dormais même plus. Oui, puisque en fait, régulièrement, je faisais des cauchemars de cette scène, de ce moment en tout cas. Et ça m'a suivi jusqu'en Europe, jusqu'ici en France. Des cauchemars. Et c'est pour ça que j'avais décidé pendant des années à dormir moins. Je restais éveillé. Pour ne pas penser. Pour ne pas être accaparé par ces souvenirs, par ces rêves, qu'ils allaient revenir, en fait. C'était un moyen pour moi de le mettre en dehors de cette zone. Tu sais, ça me fait penser à un ancien migrant qu'on avait reçu qui disait que lorsque tu es migrant et que tu traverses certains pays, tu vis des situations, tu ne peux pas sortir indemne. Au niveau de ta santé mentale, tu as toujours des troubles, tu as un problème, et tu fais en sorte d'être toujours actif pour ne pas penser, et tu dors très peu, justement, pour ne pas penser à certains traumatismes que tu as vécus. Je pense que c'est la même chose. Non, mais c'est exactement ça, en fait. Lorsque je m'étais rendu compte que je pouvais l'utiliser pour moi, le fait de dormir à moins, je me suis dit, ok, je peux tourner les choses à mon avantage. En travaillant sur ce dont j'avais besoin de travailler, en fait. Parce que, je n'ai pas fait d'école, étant jamais allé à l'école, et donc je m'étais dit, c'est l'occasion de travailler bon nombre de choses que je suis censé travailler. Donc, j'ai utilisé ça. Et là, justement, ça me fait penser à... Et on va rebondir après là-dessus. Là, en gros, tu as traversé ces traumatismes-là, mais est-ce que le fait d'être aujourd'hui agriculteur, de dormir peu, est-ce qu'il y a une corrélation par rapport à ce qui s'est passé pour toi? Non. Oui et non. Alors, oui et non. Non, dans le sens, aujourd'hui, je suis conscient du rythme que je suis en train de mener. C'est-à-dire que, en fait, le fait de prendre du temps dans la mise en place de différents projets que je suis censé
mettre en place. Parce que comme on dit, on a tous 24 heures. Exact. Et moi, le fait de dormir moins, ben, ça me permet, je suis heureux de mettre en place différents projets, en fait. Avoir le temps. On veut tous du temps pour la mise en place de nos différents projets. Et moi, j'ai le temps. Et donc, ça... Et après, non, dans le sens où je pense que ça m'a quand même suivi, ça. T'avais déjà fait le lien ou pas? Ah oui. Parce que moi, j'ai fait le sûr. lien avec ce que tu as dit. Bien sûr. C'est par rapport à ce que tu disais, ça m'a fait penser à ça. Bien sûr. Bien sûr que je fais le lien. Je fais, en fait, oui, effectivement, le fait d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu, même à l'heure actuelle, ça m'a suivi. Ça m'a suivi. Mais justement, moi, il y a des choses qui m'ont interpellé dans ce que tu disais quand tu es arrivé en France. Tu disais, toi, tu as vécu... Parce que tout à l'heure, on parlait de ne pas être à sa place. Toi, tu dis dans ton livre que tu as été rejeté par ta maman, parce qu'elle-même, je crois, avait été rejetée. Voilà, exactement. C'était la dernière de la famille. Hein. Et donc, toi, tu as été rejeté par ta mère. Tu as subi donc le rejet de la maman. De sa part. Exactement. Ouais, de maman passée. C'est compliqué. Et en même temps, tu vivais une violence au sein du foyer paternel, de ce que toi, tu disais. Donc, tu trouvais toujours pas ta place, finalement. Non, mais la plus grande douleur, c'était le rejet de ma mère. Le fait qu'elle ne voulait pas, elle ne s'est pas occupée de moi. Et ça, c'était une douleur immense. Contrairement à mon père, c'était un homme qui était... la discipline, elle était importante. Il a traversé la mer pour venir s'installer ici en France pour une vie meilleure. Et donc, je n'étais pas le seul. Certes, j'étais l'aîné, mais j'avais mon frère Chris, ma sœur Nacha. Donc, il y avait une famille. Il doit gérer un foyer. Donc, il fallait que je rentre au sein de cette famille, être discipliné. En plus, t'es plus grand. L'aîné. Donc, en tant qu'Africain, l'aîné, c'est la personne qui est censée montrer l'exemple. Exact. C'est par moi où bon nombre de choses passent. Si moi, mon chemin est oblique, les autres aussi vont suivre. Là, il a raison. Exactement. C'est comme ça. Donc, à un moment donné, comme je n'écoutais pas, il y a une scène dont ça y est, ça me revient. C'est mon père, il y avait bon nombre de règles et souvent, c'est moi qui déréglais la télé. Et il posait la question, mais il savait qui c'était. Tu vois? Qu'est-ce qui a touché la télé? Pas moi, silence. Et mon petit frère, et c'est lui qui ramassait, en fait, la plupart du temps. Pourtant, mon père savait que c'était moi. Même si, dans un premier temps, lui, mon petit frère, il se prenait des fessées, tu vois. Et moi également, je me prenais des fessées. Ma sœur également prenait des fessées. Mais c'était pas la discipline. C'était une discipline. C'était comme ça. C'était la façon de faire à l'ancienne. Mais on s'en est sorti. Bah oui. Aujourd'hui. Après, il faut trouver un équilibre. Mais c'est pas simple. Parce qu'aujourd'hui, on peut débattre, on peut dire tout ce que l'on veut. Mais lorsqu'on vit dans un certain système, dans un contexte, revenons à cette époque-là. Hein? Je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans. Je suis né dans les années 70. Exactement en 1976. En 1976. Je viens dans une époque où mes parents, ils sont obligés de vivre à plusieurs dans un studio et de trouver un système de dormir à tour de rôle tous les 30 minutes à cette époque où c'était complexe de trouver un métier bien qu'on était compétent. On est dans cette réalité. Et pourquoi? Parce que on avait la couleur de la peau. Le fait d'être noir.
Et ça, c'était une réalité à cette époque-là. Et donc, imagine-toi le stress, même si, que ce soit mon père ou ma mère, ne condamnait jamais un système, il disait à chaque fois, c'était comme ça. Il fallait faire avec. Il fallait faire avec. Et ils ont fait avec. C'est pour ça que plus tard, ils ont développé ce qu'ils vont appeler Banda Kapwa. Le système, le Nda Kapwa. Les squats. Exactement. Donc dès qu'ils repéraient des appartements de libre, ils accostaient, puisqu'ils avaient du mal à obtenir un appartement, bien qu'ils avaient un métier. Et ça, c'est des réalités. Et c'est important d'analyser ça pour comprendre que nos parents ont vécu des choses extrêmes. C'est des traumas, tout ça. Ouais, mais ils vont jamais le reconnaître. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que Et ça a été une réalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je leur dis chapeau. Parce que même nous, on a du mal à quitter là où l'on vit, c'est-à-dire à quitter notre quartier ou notre ville pour aller dans une autre ville. Et on les condamne parce que, soi-disant, ils n'ont pas assuré pour telle ou telle raison. Mais regardons-nous d'abord. Hein? Juste le fait de quitter une ville pour aller trouver quelque chose de mieux, de meilleur, on a du mal. Ils ont traversé la mer pour une vie meilleure. Sacrifice. C'est pour ça qu'il faut l'équilibre. Ah, ça, tu dis ça avec le recul. C'est important. Avec le recul, parce que c'est une réalité, en fait. Parce que justement, toi, t'as... Justement, moi j'ai une question là qui me vient, c'est... Okay. Donc, on a parlé de violence dans le foyer paternel, rejet de la maman. Parce qu'à un moment donné, tu as vécu dans les foyers, l'ASE, etc. Bon, je pense que tu vas plus en parler en détail dans le tome 2, donc on va pas trop rentrer dans les détails. Okay. Mais est-ce que, là, ce que tu dis, est-ce que tu en as parlé avec tes parents après, du fait que ta mère te rejette? Tu as eu une explication avec elle par rapport à ça? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Elle t'a expliqué en détail pourquoi? Ou est-ce qu'elle s'en a aperçue? Elle s'est excusée par rapport à ça? Bon, maintenant, on prend le temps d'échanger, d'en parler avec elle. Et puis, entre nous, elle le sait. Mon père, il le sait. Et entre nous, on le sait. C'est des réalités. C'est la réalité par laquelle je suis passé. Et donc, on en parle. Mais maintenant, je suis passé... On a le recul et je suis passé au-dessus de tout ça. T'as pardonné? J'ai pardonné parce que c'est important de pardonner. Et puis, il faut analyser ça autrement. Elle aussi, il faut l'analyser comme c'était une réalité de son côté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec la séparation avec mon père, elle a un nouveau mari, des enfants. Moi, en quelque sorte, je deviens comme un problème. Je deviens en quelque sorte l'enfant à abattre. Parce que tu ressembles à ton père, en plus. Physiquement, je ressemble à mon père. D'autant plus que au sein de son foyer, je vais devenir gênant. Ouais. Non, mais après, c'est bien d'avoir des explications, justement, avec le recul. C'est bien, c'est une bonne chose. Au moins, t'as compris des choses. Et ça, c'est important. Oui, c'est important. Parce que je pense qu'à 15-16 ans, t'es beaucoup plus virulent, tu comprends pas trop les choses, t'as un peu envie de manger le monde. Mais déjà avant, à partir du moment où j'ai été placé à la DAS, j'avais une haine. J'avais une colère immense envers elle. Et la chose qui m'a animé, c'est cette vengeance j'allais réussir pour prouver qu'elle a eu tort de cet abandon, de ce rejet. Parce que j'aurais pu être un Guy Georges, hein. Je le précise et je le dis. Guilain Georges, tu dis. Ah ouais. Guilain Georges. Parce que j'avais commencé à avoir des réflexions très mauvaises. C'est-à-dire que plus tard, je vais revenir, je vais lui faire la peau. À un moment donné, ça m'a animé, ça. Parce que tu estimes, toi, que tout ce qui t'arrive, c'est de sa faute. Oui.
Ah, mais complètement. Complètement. Mm. Et donc, j'ai eu une haine féroce envers sa personne. Et lorsque j'aurai la possibilité, je la détruire. À ce moment-là, c'est cette haine qui m'anime. Et finalement, Et finalement, il s'avère que voilà, le jeu est plus compliqué que ça. mm. Ah, c'est pas aussi simple. En plus, justement, cette vengeance-là, t'en as fait une force positive, tu le dis dans ton livre. T'en as fait une énergie positive, tu t'es dit, il faut que je réussisse, mais il faut pas que je m'en prenne à des gens, il faut que je réussisse par rapport à mes capacités et que tu pouvais, entre guillemets, tout faire. Et justement, la première chose par laquelle tu commences, c'est l'instruction. Parce que tu sais que tu es, ce que je peux dire, illettré. En tout cas, tu sais pas forcément lire et écrire, mais tu te dis, j'ai une bonne mémoire. Donc tu commences à travailler et t'es autodidacte. Alors, ça, c'est beaucoup plus tard que je me rends compte de cette mémoire. Mhm. C'est-à-dire que je pouvais utiliser ma mémoire affective, la mémoire des traumas, pour mémoriser des mots, des phrases, pour apprendre bon nombre de choses. Ça, c'est venu beaucoup plus tard. Mais l'une des choses que je faisais lorsque j'ai 13, 14 ans, en tant qu'enfant placé, avant de m'endormir, je visualisais mon attitude la journée dans l'objectif de m'améliorer, d'améliorer mon attitude le lendemain, en fait. Et par la suite, j'aurais eu une chance incroyable de rencontrer les fondateurs des gens d'Evry. incroyables, des gens incroyables, des sportifs qui pratiquaient ces disciplines avant même notre rencontre. Et là, ça a été waouh. Mais justement, quand tu les rencontres, etc., ils t'expliquent ce qu'ils font. Qu'est-ce qui se passe? La connexion, elle se fait comment? Toi, tu veux faire ce qu'ils font? Quand tu les vois, tu es admiratif, tu veux faire la même chose. Mais en fait, déjà, il faut savoir que même si au Congo, je faisais mon fou malade, grimper, taxi, je faisais tout et n'importe quoi. J'étais animé par, je ne sais pas, un instinct animal, je ne sais pas comment on peut le nommer, mais je n'étais pas conscient comme ces jeunes hommes que je viens de rencontrer, les fondateurs de l'art du déplacement, parcours phréonique. Eux, ils étaient conscients de cette discipline et ils avaient structuré les techniques. Ils avaient mis en place la philosophie de l'art du déplacement, l'entraide. Et puis, qu'est-ce qui fait que on peut, avec la capacité du mental, pour créer, évoluer et faire des multiples choses. Moi, j'en étais pas conscient. Et lorsqu'un jour, l'aide sociale à l'enfance décide finalement que de réintégrer le cercle familial, donc de reprendre le contact avec mon père, je refuse catégoriquement. Mais au final, j'étais obligé. Et il se trouve que ce jour-là, nous étions un vendredi. Je devais m'en aller, je devais partir en week-end et j'avais tout fait. Je m'étais éclipsé le moment du départ. Et il se trouve que le seul train qui avait du retard, c'était le mien. Au final, ce vendredi-là, j'ai pris le train et c'est la veille, le samedi, que je veux rencontrer Charles Perrière. À ce moment-là, mes parents habitent à Évry, Essonne, 91, au Bois Sauvage. Et ça va être la rencontre. Et par la suite, Charles, parce qu'à l'époque, j'étais en tant que karatéka, j'imitais mon père, qui était lui aussi un karatéka. Et donc, je m'étais dit, ok, je pratique le karaté pour devenir aussi fort que lui. Et c'est cette rencontre-là, dans un parc en train de faire mes katas, que je vais rencontrer un personnage clé qui va me présenter aux autres fondateurs. C'était incroyable. Par la suite, ce matin-là, en train de faire mes katas, Charles s'approche de moi et puis
Il aimait bien ce que je faisais. Et il me parle de l'art du déplacement, il me parle des fondateurs, il me parle de Yann Notra, David Bell, Sébastien Foucan, Laurent Pémontesi, Malik Diouf, Shaw, William, Fong, la famille Bell. Et il m'explique ça, je dis, waouh, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Et lorsque la première fois, je vois ces gars qui pratiquent l'art du déplacement, là, on n'est pas... maintenant, ça y est, c'est rentré, tu vois, on en voit tellement, l'art du déplacement, on voit tellement dans des films que ça y est, c'est rentré dans les, tu vois. Mais à l'époque, à ce moment-là, voir ces jeunes hommes dans l'exploit physique, mais c'était incroyable. C'est comme si tu avais en face Spider-Man, en live. Je me disais, mais je veux exactement être comme eux, faire comme eux, avoir cette capacité de voler, ne serait-ce qu'un instant. Tu vois, c'est pour ça que lorsque tu m'as posé une question, tu m'as dit quel est tes sportifs ou ton sportif préféré? J'ai dit les Yamakasi. Parce que c'était des jeunes hommes incroyables qui ont créé, qui ont inventé leur art. Et ça, c'est pas commun. C'est extraordinaire même. Parce que toi et moi, la plupart des gens dans des bacs à sable, on a pratiqué ça. On a sauté, on a grimpé, on aime s'amuser. Mais eux, ils l'ont fait. Merde! Audrey, ils l'ont fait. Au-delà de sauter, grimper, il y avait une philosophie. C'est bien beau d'avoir des qualités, mais eux, ils avaient plus que le fait d'avoir des qualités. La philosophie. Donc toi, t'es venu, t'as appris cet art-là, du déplacement. Ils m'ont initié Exact. à l'art du déplacement. Et après, t'es venu, tu leur as donné le fameux nom Yamakasi. Alors ça, c'est venu beaucoup plus tard. Lorsqu'on se rencontre, ça devient mes compagnons. On traverse des moments qu'on a à traverser, à vivre. Et puis, le moment vient où il va falloir donner le nom qui allait correspondre à l'état d'esprit du groupe et de la discipline. Et comme ce mot, Yamakasi, au départ, en lingala, le dialecte congolais, on dit Makasi. Et moi, je le personnifiais parce que je me répétais sans cesse Yamakasi, Yamakasi, et ça me donnait de la force, ça me donnait du courage pour garder la tête froide face aux problèmes que j'étais en train de traverser en fait. Et donc, inconsciemment, je me répétais ça. Je lui disais, reste fort, Yamakasi, 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 Yamakasi. J'ai les personnifiés en rajoutant juste le Ya, Yamakasi. Et lorsque, instinctivement, on était en train de chercher le nom qui allait correspondre à l'état d'esprit du groupe, et je dis naturellement, Yamakasi. Ils m'ont regardé. Tu parles japonais, Guina? Je fais, non. C'est en lingala. Il me dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire esprit fort. Ce sport est trop fort. Il me dit, mais c'est exactement ça. On pratique une discipline forte. La discipline, elle est forte. Le groupe est fort. Yamakasi. C'est ça, tout le monde était conquis. Et je m'en souviens, ce jour, toute la journée, on sillonnait Évry. Yamakasi, 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 Yamakasi. On était tellement fiers. On était fiers de ce nom qui correspondait à l'état d'esprit de ce pratiquant, de ces jeunes hommes qui avaient créé quelque chose d'incroyable. Et moi, j'en faisais partie également. Ah ouais, c'est une belle histoire en tout cas. Et justement, là, tu rencontres les autres, vous créez votre
Maintenant, raconte-moi Luc Besson, le film. Ah, Ah oui. Luc Besson, oh là là, c'est... Je pense que c'est important quand même le regard de l'autre. Parfois on dit, oui, le regard de l'autre, il faut faire les choses sans, sans prêter attention au regard de l'autre. Mais si, là pour nous, le regard de l'autre était important, puisque c'est les gens sans cesse qui nous disaient, mais vous devriez faire du spectacle avec cette discipline, vous devriez faire du cinéma. Même s'il y avait auprès de certains fondateurs cette réelle volonté euh, de promouvoir la discipline dans le milieu du spectacle cinéma, mais en tout cas, ça a été, euh, ça a été quelque chose, le retour des gens a compté pour les fondateurs à ce moment-là. Le fait que les gens qu'ils nous disent que vous devriez faire du spectacle, vous devriez faire du cinéma, on était déjà sur ce chemin de valoriser au mieux dans différents milieux l'art du déplacement. Et puis la rencontre de Luc Besson, on était dans les années 99-98, on faisait pas mal d'émissions TV, et il se trouve que dans l'une des émissions, il y avait la femme de Luc Besson, Virginie Silla, avait vu une des émissions, et donc elle en a parlé à Luc Besson, et Luc Besson a voulu nous rencontrer, et donc on se retrouve dans son bureau, un mec comme Luc Besson, et qui nous demande de lui rendre un service. Moi, à ce moment-là, un Besson qui te demande rendez-moi un service, tu t'imagines bon nombre de choses, tu vois, un peu chelou. Qu'est-ce qu'il va nous demander Qu'est-ce que toi, des trucs bizarres, louches, tout ça. Non, et puis après, bon, les gars, vous allez tourner dans Taxi 2, vous allez incarner des ninjas, et ensuite, je vais produire votre premier long métrage. C'est extraordinaire, on était aux anges. Déjà, Taxi 2, c'est déjà bien. On était aux anges. D'avoir eu cette chance immense d'y participer en tant que d'incarner des ninjas dans Taxi 2, ça a été une chance. Et je pense que de sa part, Luc Besson, c'est une stratégie en même temps pour qu'on voit comment on allait travailler dans le milieu du cinéma, si on était sérieux ou pas. Et puis, ça a matché. On a pu enchaîner notre premier long métrage. C'était une expérience extraordinaire. T'as des anecdotes? Ah, on va en parler, on en parlera. Et bah, le film, moi pour tout te dire, le film il sort en 2001. Moi 2001. En avril 2001. Avril 2001. D'avril 2001, je suis en CM1. Je suis en CM1. En fait, à chaque fois, parce que c'est un truc qui nous a matrixé, parce qu'en gros, on voyait les gens sauter partout, etc. Et à chaque fois qu'on faisait des choses comme ça, il y avait le nom qui Yamakasi qui revenait. Ah, t'as un Yamakasi, toi, tout ça. Ouais. Donc en fait, vous avez matrixé les gens à ce moment-là. Je sais pas si t'en as conscience, mais à l'époque, c'était un raz-de-marée. J'en suis conscient parce que au moment où le long métrage sort au cinéma, l'engouement des gens, c'était extraordinaire. Et puis, lors des avant-premières, les gens, ils deviennent fous, quoi. Ils disent, comment vous êtes capable de faire ce genre de choses-là? Juste, il n'y a pas de... Il n'y a pas de protection, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de goua, comme on dit. Goua est athée. Il n'y a pas de gris-gris. Non. Non, c'est juste le travail. C'est juste la passion. C'est la capacité de l'être humain de faire des choses extraordinaires avec le corps humain et le mental, en fait. Et c'est accessible à tous. C'est surtout ça. Effectivement, les gens étaient... Et puis, c'était aussi vraiment la première fois où différentes
différentes origines étaient réunies dans un même film. Parce qu'on est quand même en 2001. Même si, à l'heure actuelle, on dit, oui, les choses avancent. Ben, la réalité, on voit que ça avance doucement. Hein. Les choses avancent doucement. Hein. Mais justement, comment toi tu le vis, le succès? Oh là là. Je pensais pas que le haut niveau était aussi complexe. Au moment où je suis en train de le vivre, le film fait un succès, et puis il y a de l'argent, et je suis embarqué par des histoires de femmes, à papillonner de femme en femme. Et puis j'ai mon père, un jour, il veut me parler. Et je me souviens, on est dans le salon, et nous, on s'éclipse pour être dans la chambre. Il me dit, tu vois tout ce que tu as rêvé de faire pour la famille, pour le Congo, c'est maintenant, tu as la possibilité de le faire. Tu as la possibilité de mettre en place. Mais à ce moment-là, je n'arrivais pas à expliquer à mon père l'énergie qui m'accaparait, en fait. Cette énergie de, lorsque tu as une certaine somme d'argent, lorsque tu es influencé par cette énergie d'être avec de plus en plus en compagnie des femmes qui réveillent le mensonge, et donc tu es embarqué dans une certaine énergie. C'est compliqué, et j'arrivais pas, parce que j'arrivais pas à le nommer, en fait, toute cette énergie-là, et pour expliquer à mon père que je suis neutralisé. Je ne peux rien faire. C'est comme si, on va expliquer les choses autrement, c'est comme si hier, tu n'avais pas grand-chose, et aujourd'hui, on t'offre bon nombre de choses. Tu as l'argent, tu as les femmes, tu as la situation que tu as toujours rêvé. Et maintenant, tu es en incapacité de faire quoi que ce soit sur ce dont tu as toujours aspiré, tes rêves. Je vois très bien. Ça, c'est le succès. Hein. Tu sais, t'es passé de zéro à tout en une fraction de seconde. Et là, à ce moment-là, lorsque mon père me dit ça, c'est t'as la possibilité. Il faut que tu fasses maintenant. J'ai pas su lui en parler à mon père, lui dire, papa, je suis neutralisé. Énergie, ce soir, c'est une énergie immense. J'arrive pas à faire certaines choses dont j'avais toujours rêvé. Je suis emprisonné. Lorsque mon père, c'est quelqu'un d'intelligent, il s'est rendu compte que je pouvais rien faire. Il s'est dit, bon, moi non, yo. Oh, ça les loté. Ngamboro mongo. On passe à mongo dans les. Et mon père, il débarquait à la maison. Tu vas donner l'argent que tu es censé donner. Oui, il faut. Parce que je gérais très mal mon argent. Mon argent partait auprès de mes amis, de certaines personnes, alors que c'était essentiel de faire profiter à la famille. Donc lui, il venait à la maison. Salope, tu vas te donner l'argent là. Tu vas te donner un peu. Et il a eu raison. Parce que j'étais trop perturbé. J'étais dans mes ambiances, alors que la vie, elle n'est pas facile. La vie est difficile. Il y a des gens qui font des métiers difficiles. Alors que nous, on avait la possibilité, justement, en fait, j'avais la possibilité de faire quelque chose pour la famille. Mais à ce moment-là, je ne l'ai pas fait. Ouais, t'étais dans tes... Donc il a fallu que mon père me rattrape. Ouais, t'étais dans tes trucs. On va dire ça comme ça. Mais justement, pourquoi il n'y a pas eu de suite? Alors, il n'y a pas eu de suite. Ça a dû au choix des fondateurs à un moment donné. Besson a aspiré à mettre en place la même stratégie qu'il avait mis concernant Taxi 2.
comment on appelle ça? C'est des franchises. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, d'enchaîner plusieurs séries de films. Et puis, les fondateurs ont décidé, nous, on a décidé que on n'allait pas faire Yamakasi 2 avec Luc Besson, qu'on allait faire plutôt un autre projet avec une autre production, IJC Cinéma, avec Julien Seri, le premier réalisateur avec qui on a collaboré. C'est lui qui a démarré dans le premier long métrage, Yamakasi, qui malheureusement a quitté l'aventure. Et on voulait aboutir, on voulait en tout cas finaliser notre aventure, aller jusqu'au bout de cette aventure avec une autre production. Et donc on lui a dit non à Luc Besson. Et pourquoi personne... Pourquoi vous avez pas voulu repartir avec Luc Besson? Il y avait l'eau dans le gaz? Non, on a fait un autre choix. Ok. En fait, il n'y avait rien de personnel. C'était vraiment... Non, c'était un autre choix. Okay. C'était de travailler avec une nouvelle production, avec le réalisateur Julien Seri, avec qui on avait démarré cette aventure. Encore une fois, c'était plus une question de loyauté. On a commencé l'aventure de loyauté et puis de ce qu'on s'était dit. Tu vois, c'est-à-dire que tout ça, la nègre tolobaki. On fait comme on s'était dit. Ouais, c'est tout ça, la nègre tolobaki. Tout ça. Toi, parfois, c'est ça. Hein. Toi, parfois, tu te dis des choses, on fait. Ouais, l'authenticité. On fait comme on avait dit. Ouais. Mais parfois, tu te trouves dans des obstacles et lorsque tu es censé faire ce que tu avais dit, ça change. Et nous, on estimait qu'on était des hommes de parole. Ok, tout est clair. On fait comme on a dit. Tout ça, la nègre tolobaki. On a fait ce qu'on avait dit. Non, mais c'est bien, ça montre que vous êtes des ONG authentiques. Et mais c'était important pour nous. C'est pour ça que je pense que Besson, ça lui a resté à travers la gorge. Ah ouais, on ne dit pas non à Luc Besson. On ne dit pas non à Luc Besson. Mais nous, on a continué notre aventure. Et puis, aujourd'hui, je me dis tant mieux parce que je n'aurais pas survécu, moi, personnellement. Parce que le milieu est trop complexe. On m'aurait tué 100 fois. Ce milieu, en tout cas, ce milieu m'aurait tué 100 fois. Mais justement, le rapport avec les autres aujourd'hui, comment vous êtes? Est-ce que vous êtes toujours en contact? Est-ce que chacun fait sa vie? Alors, avec certains membres, toujours en contact. Mais maintenant, on a un certain âge. Et puis, il y a chacun d'entre nous, on a envie d'exister par nos propres projets. D'ailleurs, toi, tu en as des projets. Déjà, on va parler du fait que tu es rebondi. Aujourd'hui, tout à l'heure, tu as dit que tu es producteur, éleveur, agriculteur. Producteur, éleveur, agriculteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Non, je pose la question de manière provocante, mais non, mais effectivement, tu sais, on se le disait en off, quand tu vois quelqu'un qui est là, qui a été acteur et tout, qui se retrouve agriculteur, d'autant plus que voilà, en France, en tout cas, c'est pas commun d'avoir un agriculteur noir dans une région Haute-Vienne, qui plus est d'origine congolaise. Tu te dis, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça en fait ma question. Moi, je rêvais de changer les choses. C'est-à-dire que j'étais très critique sur notre système alimentaire, les pesticides. On sait tous la réalité de notre nourriture. Et je m'étais dit, voilà, à mon tour, je peux changer les choses. Et la meilleure façon de faire bouger les choses, c'est de l'incarner. C'est de mettre en place un tel projet qui a du sens. Donc, on a décidé de quitter Paris en 2018, justement, pour devenir éleveur, producteur. Au moins, on offre aux consommateurs de produits de qualité, sans pesticides, sans les additifs. Ça a vraiment du sens. Et les changements, ça passe par les choix que l'on fait. Hein. Bien sûr. Donc, non, moi en tout cas, je suis admiratif, hein, sache-le. Parce que quand j'ai vu ce que tu étais devenu, parce que bon, les gens en ont parlé quand même, ça surprend, mais en même temps, je me dis, ouais, c'est bien. Au moins, c'est différent, c'est original. Ça peut créer des vocations, tu vois. Parce que effectivement, quand on est agriculteur, tu vois pas forcément un noir, on va pas se mentir. Là, tu vois quelqu'un,
tu te dis, ah bah c'est possible en fait. En plus, il a sa ferme et tout, ils font ça en famille, c'est très Ouais, bien. Moi, ouais, je suis admiratif. merci, je rêvais de faire changer les choses, de me donner cette possibilité-là. Et je pense qu'au-delà de ce projet ou un autre projet, on est dans cette vie pour ça, quoi. La vie n'est-elle pas faite pour ça, Si, c'est vrai. hein, pour poser les choses positivement et plutôt de critiquer un système, on peut, à notre façon, on peut offrir vraiment quelque chose de meilleur. Non, après, quand on voit ton caractère, on n'est pas surpris, parce qu'on sait que tu es un fonceur. C'est-à-dire que quand tu as une idée en tête, tu y vas. Mais c'est pas tout. On est passé par des galères. Et les galères, ça a été une réalité. C'est-à-dire que je suis passé par des périodes de souffrance. Parce que lorsque j'en parlais de ce projet à des amis, à la famille, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu veux faire? Subis comme tout le monde. Hors des questions, j'allais pas subir comme tout le monde. Non, parce que je pense pas que je sois meilleur que... Non, je pense que c'est juste cette conscience-là que, voilà, on est tous capables à partir du moment où on décide de l'être. C'est à nous de faire changer les choses dans ces systèmes. Lorsqu'on n'est pas content d'un système, on se donne les moyens pour les changer. Et pourtant, on est passé par des moments de galère, de doute, de frustration. Je m'étais dit, non mais c'est pas possible. On ne peut pas rester là sans rien faire, sans riposter, parce que la réalité, on est face à une guerre, à une réelle guerre. Notre alimentation, notre santé. Et maintenant, aujourd'hui, on me dit, ouais, tu ne fais pas ton âge, parce que depuis bien longtemps, j'ai compris et j'ai mis en application 4 choses. L'alimentation, l'activité physique, les pensées positives. Éviter de parler sur des gens, même dans son foyer. Lorsque ton enfant, il est là en train de la ferme, je ne veux plus t'entendre dire quoi que ce soit. Ça, c'est essentiel. On parle positivement. Ça, c'est important. Et puis, prendre soin de son corps. 4 choses qui sont essentielles, que j'ai mis en application. Et aujourd'hui, on le voit. Oui. On le voit physiquement. À presque 50 ans. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et en tout cas, comme je t'ai dit, je réitère mes félicitations à toi et à ta femme, en tout cas à toute ta famille. Bravo pour ça. Et... C'est pour ça que je permets justement de féliciter ma compagne, ma femme, puisque vraiment, lorsqu'on n'a pas fait l'école, lorsqu'on est stupide, lorsqu'on est zoba, mettez-vous avec une personne intelligente. Mettez-vous avec quelqu'un qui est en tout cas qui est au-dessus de nous, au-dessus de soi, en fait. Ça ne veut pas dire que je suis stupide, non, mais j'étais confronté à une certaine réalité à partir du moment où fallait passer le BTS pour qu'on puisse s'installer. Ça a posé problème. Et là, je m'étais dit, bon, c'est une question de temps. Et donc, ayant pas fait d'études, c'est ma femme qui va passer son BTS. Elle, de formation, elle est ingénieure dans le BTP. Et donc, elle a repris ses études. Et la complémentarité, là où moi, je pouvais faire certaines choses, je le fais. Et on trouve notre équilibre. Là où elle peut agir et réagir, elle le fait. Et c'est ça. Donc, si vous êtes stupide, si vous n'avez pas fait d'études, ne vous mettez pas avec quelqu'un d'inférieur, de moins intelligent en tout cas. Mettez-vous avec une personne qui va vous tirer vers le haut. Sinon, c'est impossible. On ne peut pas se réaliser. Soyons conscients. Soyons vrais, réels. Parce que la réalité, c'est ça. On est confronté au dur, au vrai. Moi, à un moment donné, et c'est ça l'intelligence, c'est pas forcément le fait d'avoir les études, c'est essentiel, c'est important. Mais à un moment donné, c'est trouver, analyser en fait. Analyser là où on est pertinent, là où on se sent
à même de pouvoir agir de la meilleure de façon, de trouver sa place. C'est ça qui est important. Et tout ça, c'est un équilibre. Et ça passe par des binômes, ma femme. Bah, en tout cas, on la salue. On Hélène, la salue. on est ensemble. Et justement, pour revenir sur ton livre, on va en finir. Mémoire des cicatrices, tome 1. Mémoire des cicatrices. Quelle a été la réception du livre? Qu'est-ce que les gens ont dit de ce livre-là? Les gens la majorité sont surpris parce que le retour que j'en ai, on te voit dans le long métrage avec le sourire, t'es solaire, mais on n'avait pas imaginé tout ce que tu avais vécu. Bah, c'est ça. Parce qu'au moment où on est en train de tourner le long métrage en 2000, je me dis de toute façon, les gens s'en foutent de nos problèmes. En général, hein, les gens s'en foutent de nos problèmes. La chose qui est la plus importante, c'est de montrer la meilleure de ce qu'on peut offrir au monde. De faire des efforts, de s'améliorer. On n'aurait jamais pu imaginer que ce jeune homme de 23 ans, avec le sourire, toujours en train de faire des boutades, qu'il avait vécu tout ce qu'il avait vécu. C'est pour ça qu'il ne faut pas envier les gens. Des fois, on ne connaît pas leur passé. Hein. Exactement. On ne connaît pas leur passé, on ne sait pas donc, ce qu'ils ont vécu. Et quand tu sais ce qu'ils ont vécu, tu te dis, finalement, j'aime bien ma petite vie. Et c'est vraiment le retour que j'en ai. Les gens sont bluffés, quoi. Ils se disent, waouh, ça s'est pas vu. Bah oui, parce que je savais de toute façon, si à ce moment-là, si je commençais à parler de mes nombreux problèmes, arrête de pleurnicher, on s'en fiche de ça. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour t'améliorer? Exact. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour grandir? Qu'est-ce que tu peux nous offrir? Parce que tu as la possibilité que certaines personnes n'ont pas. Tu vas incarner un personnage, tu vas jouer dans un long métrage, tandis que d'autres font des écoles pour ça. Et toi, tu es passé par un chemin très rapide pour en arriver là. Et donc, tu as intérêt à assurer. Et à ce moment-là, je vous promets, ce n'était pas uniquement qu'un combat entre moi et le fait de faire un film. C'était beaucoup plus que ça. C'était beaucoup plus que ça. C'était représenter des enfants placés de la DAS qui ont vécu des choses effroyables et qui a une chance, on peut s'en sortir. Ça ne veut pas dire forcément faire des longs métrages ou faire de grandes choses, mais on peut être dans sa petite vie, mais s'améliorer et puis offrir au monde le meilleur de ce qu'on peut offrir, l'amour. Et puis, au-delà encore, le fait d'être noir dans ce pays, c'est quand même une réalité de montrer que, voilà, il y a cette fierté-là de dire on est capable. Il y a bon nombre de personnes qui le démontrent jour après jour qu'on est capable de faire des grandes choses. On est capable d'être incroyable, chacun d'entre nous. On est capable d'être incroyable, que les choses sont possibles. On est multiples. Surtout que toi, ton prof à Kinshasa qui te voyait comme un cancre, qui te voit avec le succès en 2001, il se dit, comme quoi. Et là, tu te dis, en fait, ouais. En fait, tu le dis dans ton livre, c'est pas parce que tu commences mal la vie que tu vas mal la terminer. C'est pas parce que tu commences bien la vie que tu vas bien la finir. C'est une phrase que j'ai retenue. C'est ça la complexité, en fait, de la vie. C'est ça. C'est-à-dire que le départ, on peut bien démarrer, terminer mal. Exact. On peut mal démarrer, bien terminer, ou terminer avec une vie épanouie. Et on peut mal terminer et finir mal aussi. Yo, moi, no, Bani Mabe, tu commences mal et tu finis mal. Et donc, la vie est complexe. C'est ça. La vie est complexe. On est. La vie est mystérieuse. C'est ça. Oui, très mystérieuse. On est confronté. Il y a des étapes, il y a des embûches.
c'est tellement complexe que même si moi, aujourd'hui, j'offre un équilibre à ma famille, à mes enfants, et mes enfants, ils sont bien avec une meilleure éducation, mais qui me dit qu'ils vont s'en sortir plus tard? Bien que je me bats tous les jours, on se bat tous les jours pour nos enfants, mais Qui sait? puisque ils feront leur choix. C'est pour ça que je dis, vous pouvez bien commencer et finir mal. Exactement. Vous pouvez mal commencer et Bien finir. bien finir. Ou Ouais. C'est très complexe. mal ou de démarrer avec ou partir avec un départ catastrophique et puis faire quelque chose d'incroyable de sa vie. Et d'abord, c'est une fierté pour soi. Moi, je suis fier. Je suis fier. La chose dont je suis fier, c'est les efforts que j'ai été amené à faire parce que j'ai compris à un moment donné où c'était déterminant, où je me suis dit, bon, il y a un chemin, soit tu prends le chemin à gauche et là, tu vas avoir de l'argent, tu voles, tu fais des choses, tu vends des produits illicites, tu vas arriver à certaines choses très vite, mais tu seras croche-patte, tu vas chuter très rapidement, ou soit le chemin va être long, tu fais des efforts au quotidien, et puis tu as une meilleure image de toi au quotidien, même si ce n'est pas le cas, parce que nous vivons notre vie, globalement, c'est un marathon. Je le visualise vraiment comme ça, comme si c'est un marathon, tout ce que l'on traverse. Ça prend du temps. Les meilleures des choses, ça prend du temps. Ça met 15, 20 ans. Vous savez combien de temps j'ai mis en place le projet d'élevage? 10 ans. 15 ans. Sachant que je suis une personne impatient, qui aime que les choses soient faites vite Eh bien. et bien, 15 ans. 15 années. C'est énorme, hein? Beaucoup. 1 an, 2 ans, 3 ans, 15 ans. Donc j'étais vraiment déterminé à dire, ok, il y a un combat, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Bah ok, on lutte, Mais là, tu es heureux on maintenant. combat. Vous êtes heureux. Même si on connaît la réalité des agriculteurs, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à vivre de leur production, mais on valorise des produits de qualité, sains, C'est le plus important. contrairement aux industries agroalimentaires et qui nous empoisonnent. Donc, c'est important, c'est même essentiel de soutenir nos agriculteurs, nos passionnés, qui nous font vivre. Donc, le choix est fait. En tout cas, félicitations encore à vous. Je vois qu'en tout cas, vous êtes heureux. C'est vraiment le plus important. C'est exemplaire. Sache-le. Écoute, Guilain, ici, on a une rubrique lecture. Est-ce que tu aurais 3 livres, ou 2, ou 1, à recommander, peu importe la thématique, carte blanche? Il y en a plein. Hein. Il y a plein de livres qui m'ont marqué. Il y a Balzac, le père Goriot. Wow, c'est fascinant parce que c'est cette capacité de peindre une certaine époque en 1843. C'est phénoménal. C'est le La façon dont il dépeint cette courant époque. littéraire, c'est le réalisme. Oh là 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 là. C'est fort, très fort. Le père Goriot. Et puis Eugénie Grandet. Grandet. Ouais. Ça, c'est pour ça que on est à une époque où la prolifération des écrans prend de plus en plus de la place. Mais il est essentiel de lire, lire, lire et lire. Il n'y a pas mieux que la lecture. Il faut lire.
Même si là, j'en suis conscient, on fait de l'écran, mais je pense qu'on revient toujours à l'essentiel, la lecture. Il faut lire. C'est important. Et Donc, ok. Le troisième, c'est alors, le troisième, c'est une autobiographie de Cathy O'Brien Mhm, et Mark Phillips. mhm. Il décrit comment le gouvernement euh, met en place des esclaves contrôlés, le mind control. Comment on peut contrôler les gens à Mhm, mhm, distance. mhm. C'est incroyable, il faut lire ce livre. Je ne pensais pas que j'allais... j'ai vécu des choses en tant qu'enfant placé, mais là, c'est le niveau qui, qui dépasse... C'est le niveau qui dépasse tout ce que j'ai entendu. L'entendement. Ouais. Ouais. J'étais... J'ai pas de mots, j'ai pas... Mes mots sont trop légers pour décrire ce que j'ai découvert Mhm, mhm, mhm. sur, sur ce livre, Le Ok. contrôle de l'esprit. Hmm. L'Amérique en pleine transformation. Mind control. Ça marche. Écoute, Guilain, la tradition ici, c'est que l'autre, il repart avec un livre. J'ai un livre pour toi. Ok. Alors, est-ce que tu peux l'ouvrir devant la caméra, s'il te plaît? Enfin, Là, tu l'ouvres, après tu le montres à la caméra plutôt. ok. J'espère que ça te plaira. David Fucking Hawkins. notes. La vie heureuse. Quatrième de couverture. C'est bien. Est-ce que Eh tu bien, peux, est-ce que tu peux lire la quatrième? Voilà. ok. La vie heureuse. Jamais aucune époque n'a autant été marquée par le désir de changer de vie. Nous voulons tous, à un moment de notre existence, être un autre. Jamais aucune époque n'a autant été marquée par le désir de changer de vie. Nous voulons tous, à un moment de notre existence, être un autre. Bon choix ou pas? Merci infiniment en tout cas. Pas de soucis, est-ce que tu peux le montrer? Merci. Je le... Ouais, Là, on voit. voilà. Encore un peu plus haut. Ouais, c'est parfait. C'est bon. Merci. J'ai deux dernières questions, Guilain. Mohamed Merci. Ali, y a pas de souci, je t'en prie. Mohamed Ali disait qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme étant champion du monde poids lourd, quelqu'un de drôle, sympathique. Je te pose la question, comment t'aimerais qu'on se souvienne de toi? Avec rien, on peut faire des choses incroyables. Hum, 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 hum. Ok. Yamakaz. Tout est dit. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Mhm. Si aujourd'hui ma vie devait s'arrêter, je me serais battu, quoi. Je suis très heureux aujourd'hui. Si ma vie, à l'heure actuelle, devait s'arrêter, je fais le nécessaire. La vie continue. Hum, Il y a hum, bon nombre de choses que j'ai envie de réaliser. Mais ce qui est intéressant, c'est toujours d'où l'on part. À l'endroit où je suis parti, hum, hum. très heureux. Ah bah, Donc, franchement, c'est le plus important. Être heureux, c'est ça, hein. C'est l'essence de la vie. En tout cas, ah, je mais suis là, très content pour toi. je suis complètement épanoui. Et puis, j'aime les gens, j'aime découvrir, apprendre. Et on peut changer vraiment, comme on dit, hein, le changement, ça commence à l'intérieur Hum, 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 hum. d'abord. C'est soi. Et je pense qu'à partir du moment où on fait le travail sur soi, la vie, il y a une liberté. On transcende les épreuves qui nous arrivent. Là,
je suis en train de préparer mon one-man show 1h45 de texte, alors que il y a quelque temps, ça aurait été impossible, ne serait-ce qu'enregistrer une phrase. Imagine, Audrey, rien qu'enregistrer une phrase, mémoriser une phrase, ça aurait été impossible. Je bégayais en tant que bég. Ça rentrait pas. Ça rentrait pas. Et là maintenant, 1h45 de texte, one man show. Et donc, je suis plus que heureux. En tout cas, tu peux être fier de toi. Hein, parce qu'avec les épreuves que tu as traversées, et ce que tu fais, ce que tu t'apprêtes à faire, tu peux qu'être fier de toi. Je pense que ta famille est aussi fière de toi, de ton parcours. Et moi, en tout cas, très honoré de t'avoir reçu et d'avoir pu causer avec toi, vu que ça fait longtemps qu'on devait faire ça. Ouais, Audrey. Et je te suis, hein, je t'ai découvert bien avant que tu puisses m'inviter. Et j'ai pris le temps de regarder tout ce que tu faisais. J'ai constaté l'évolution. Bravo, Audrey. Merci beaucoup. Bravo. Je te félicite. Non, merci. Sincèrement, je te félicite. Franchement, merci. Je te félicite. Et puis, j'ai tellement plein de questions à te poser hors caméra. On va faire ça. Hors interview. Bravo à toi aussi, également. Merci, bravo. Ça vient de loin aussi. Exactement. Ça vient de loin, j'ai constaté. Donc, chapeau. Merci en tout cas. Et en tout cas, merci d'être venu pour tes mots, pour la transmission et le fait d'être un exemple, parce que tu es un exemple. Parce que d'où tu pars, où tu arrives, il faut te considérer comme un exemple. En tout cas, sois fier de toi et de ce que tu fais. Même pour l'agriculture, le fait de parler d'alimentation et tout, c'est consciencieux et c'est important. Merci. Je t'en prie. C'était Cause Monote, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. En espérant que vous avez appris des choses et éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt.